On passe maintenant à l'intestin grêle. L'intestin grêle est le plus long canal du tube digestif, allant d'environ 2 mètres de long jusqu'à plusieurs dizaines de mètres suivant les espèces. On y distingue 3 segments principaux dans cet intestin grêle. Le premier segment, qu'on appelle le duodénum ou anse duodénale. Le duodénum, il fait à peu près 25 cm. Donc, c'est la première partie de l'intestin grêle qui décrit une anse en forme de C qu'on appelle l'anse duodénale. Et c'est au niveau de cette anse qu'arrive, ici comme vous le voyez, arrive le canal pancréato-biliaire et qui va déverser le contenu des sécrétions de la bile et des sécrétions pancréatiques. La deuxième partie, donc faisons suite au duodénum, c'est la partie la plus longue qu'on appelle le jejunum et qui décrit plusieurs anses. Et ce jejunum va s'étaler jusqu'à l'entrée de l'iléum. Et l'iléum, c'est la dernière partie de l'intestin grêle qui va se jeter dans le grand intestin par le sphincter ilio-cécal, à ce niveau-là. Donc là aussi, l'intestin grêle, comme nous venons de voir, est délimité par 2 sphincters. D'une part, le pylore qui délimite l'intestin de l'estomac, et d'autre part, le sphincter ilio-cécal qui délimite l'intestin grêle du grand intestin. De point de vue structure, l'intestin grêle présente également 4 tuniques, comme le reste du tube digestif. Une séreuse, une musculeuse, une sous-muqueuse et une muqueuse. Par rapport à l'estomac, la musculeuse ne présente que 2 couches musculaires, à savoir la couche longitudinale externe et la couche circulaire interne, c'est ce qui rappelle la structure de l'œsophage. Cependant, l'intestin grêle présente une caractéristique très importante par rapport à ce que nous venons de voir jusqu'à présent, c'est la présence de plis au niveau de la muqueuse et ces plis vont augmenter largement la surface absorbante et qui vont permettre de contribuer au mélange et le retard de l'avance du chyme pour favoriser son absorption. Ces plissements de la muqueuse qu'on appelle les valvules connivantes, comme ici vous avez le schéma de 2 valvules connivantes. Ces valvules connivantes, donc, ce sont des replis de la muqueuse. Ces valvules connivantes sont à leur tour surmontées par des replis encore de la muqueuse qui va donner à la surface intestinale son aspect duveteux, c'est-à-dire comme les serviettes en éponge, et qui va encore augmenter la surface absorbante.
Alors, si on agrandit ces villosités intestinales, on va s'apercevoir que ces villosités sont à leur tour surmontées encore par des plissements beaucoup plus fines, constituant ce qu'on appelle la bordure ambrose. Cette bordure ambrose qui se localise vraiment à la surface de l'entérocyte. Donc je rappelle qu'ici c'est un entérocyte et vous avez cette surface, cette bordure ambrose qui tapisse la surface apicale de l'entérocyte. Ces microvillosités sont à leur tour recouvertes par des filaments de glycoprotéines qu'on appelle des glycocalyx et qui vont jouer un rôle essentiel dans le filtrage et l'orientation du processus de digestion au niveau de la surface entérocytaire. Cette surface entérocytaire, grâce à tous ces replis, va se trouver augmentée au moins de 600 fois par rapport à la structure, par exemple, de l'estomac ou de l'œsophage. À la surface de cette muqueuse s'ouvrent deux types de glandes intestinales. Tout d'abord, nous trouvons les glandes de Lieberkühn qui sécrètent un suc intestinal à peu près de 1 à 2 litres par jour, qui est un mélange aqueux et alcalin d'un pH entre 6,5 et 7,8 et du mucus. On trouve également le deuxième type de glandes qu'on appelle les glandes de Brunner et qui sont localisées essentiellement au niveau du duodénum et sécrètent aussi un suc alcalin. Au niveau de l'intestin grêle, on trouve aussi des cellules sécrétant des enzymes qui se fait à la surface des cellules intestinales. Parmi les enzymes, on peut citer les lactases, les sucrases, les maltases, les isomaltases, les peptidases, les nucléosidases, les entérokinases, etc. À côté de sécrétion de ces enzymes, il existe également des cellules de type endocrine qui produisent certaines hormones comme la sécrétine, la cholécystokinine, le gastric intestinal peptide et le vasoactif intestinal polypeptide et la gastrine et somatostatine. Parmi les hormones qui sont sécrétées à ce niveau-là et qui vont participer à beaucoup de fonctions au niveau de l'intestin que nous verrons plus tard. De point de vue innervation de l'intestin. De point de vue innervation de l'intestin grêle, l'innervation de l'intestin grêle est strictement identique à celle que nous avons déjà décrite auparavant, c'est-à-dire qu'il est double intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire formé par les ganglions intramuraux et les innervations extrinsèques, et les doubles aussi, et les parasympathiques et sympathiques. La parasympathique est assurée par les nerfs vagues, la sympathique est assurée par les nerfs splanchniques. Les premiers ont leur corps cellulaire dans le bulbe et les seconds ont leur corps cellulaire dans la moelle épinière. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous renvoie à ce que j'ai dit juste avant. On passe maintenant au gros intestin.
le gros intestin correspond à la dernière partie du tube digestif. Il est subdivisé en plusieurs parties et qui est également limité par 2 sphincters. Le sphincter ilio-cécal qui est localisé entre l'iléon et le sécam, et le sphincter anal qui est la partie terminale du tube digestif. Il débute par le sécam au fond duquel on retrouve l'appendice. Ensuite, on trouve le côlon ascendant, puis le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon pelvien et le rectum qui va se terminer par le sphincter anal. Le sphincter anal, comme on le remarque sur cette figure, est formé par 2 sphincters. Un sphincter anal interne qui est lisse et qui va être involontaire, et un sphincter anal externe strié et qui va être volontaire, c'est-à-dire que l'on peut commander à volonté. La structure du gros intestin est identique à celle de l'intestin grêle, c'est-à-dire contenant les 4 couches dont nous avons déjà parlé, sauf que sa muqueuse n'a ni valvule connivente, ni villosité. Elle est seulement soulevée par des crêtes qui séparent des bosselures, comme on le voit ici en coupe interne. Ces bosselures vont plus ou moins freiner la progression des aliments pour permettre l'absorption de certains nutriments que nous verrons plus loin. Au niveau de cette paroi du gros intestin, on trouve également les glandes de Lieberkühn qui sécrètent un suc alcalin. L'innervation extrinsèque est double. Elle est sympathique et parasympathique. L'innervation sympathique du gros intestin est semblable à celle de l'intestin grêle, c'est-à-dire elle est assurée par les nerfs splanchniques. Et son rôle est essentiellement un rôle inhibiteur via la libération de la noradrénaline par les terminaisons, et on en parlera plus tard. En ce qui concerne l'innervation parasympathique, elle est assurée par 2 types de nerfs, à la différence de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons vu que ce soit l'intestin, l'estomac ou l'œsophage, l'innervation parasympathique est assurée uniquement par le nerf vague. Au niveau du gros intestin, l'innervation parasympathique est assurée par 2 types de nerfs. Tout d'abord, le nerf vague dont le corps cellulaire est situé au niveau du bulbe rachidien va innerver la partie du côlon ascendant et la partie proximale du côlon transverse. Alors que les nerfs pelviens dont les corps cellulaires se trouvent cette fois-ci au niveau de la moelle épinière sacrée qui est parasympathique, vont innerver la partie distale du côlon transverse, le côlon descendant, le rectum et le sphincter anal.
Et les fibres issues de ces nerfs vont s'articuler avec les neurones intramuraux, que ce soit purinergiques ou que ce soit cholinergiques.